Alors Boris, est-ce que je pourrais poser une petite question? La question c'est, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle ce matin et qui est réactivée à l'occasion de ton propos sur la douleur. Effectivement, la question du sens paraît tout à fait fondamentale, comme elle est tout à fait fondamentale dans la résilience. En même temps, je pense qu'il est impossible de dire à quelqu'un que sa douleur a un sens de l'extérieur. Il est encore plus impossible de dire à quelqu'un que sa douleur n'a pas de sens. Parce que le sens, au fond, est un vocable surdéterminé, polysémique, qui implique à la fois une signification, une orientation, et même, on pourrait évoquer la question de la sensorialité. La question de l'attribution du sens, est-ce qu'elle n'émerge pas profondément d'une relation individuelle, intersubjective? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça, effectivement, bien sûr, donner un sens. On sent bien, nous, que la question du sens doit être fondamentale, mais en même temps, on ne peut pas l'attribuer, nous. Totalement. Alors, je répondrai, il y a une mémoire organique de la douleur qui est tracée dans le cerveau. L'exemple, c'est les membres fantômes. Dans les membres fantômes, j'ai en accompagné plusieurs à l'hôpital. Les gens sont diabétiques, par exemple, il faut leur faire une amputation, et les gens souffrent du pied qu'ils n'ont plus. Et parce que la trace est dans leur cerveau, et le cerveau continue à répondre, non pas à la perception, puisqu'on a enlevé le pied, mais ils répondent à la trace cérébrale de la perception de la douleur passée. Donc il y a une trace cérébrale de la douleur, membre fantôme. Et ça n'empêche que la manière dont on éprouve la douleur réelle, dans le réel, peut être remaniée, comme je le disais au début de l'exposé, parce que la mémoire saine est une mémoire évolutive. Mais effectivement, c'est pas en disant « c'est rien tout ça, monsieur », ou alors en disant, comme on disait aux femmes au moment de l'accouchement, vous devez souffrir parce que sinon vous n'aimerez pas votre enfant. Hein, c'est des phrases qu'on a prononcées. Indolore paries. C'est des phrases qu'on a prononcées. Et donc c'est moral de souffrir. Ça ne les empêchait pas de souffrir. Au contraire, c'était une bonne préparation à la douleur. On leur apprenait, on les préparait à souffrir. Alors en revanche, on peut très bien, comme l'a dit Michael ce matin, en agissant sur l'environnement, modifier la manière dont on se représente ou même la manière dont on perçoit la douleur. On est dans une terre de rugby ici. Dans la salle, toutes les femmes ont joué au rugby. Et dans une terre de rugby, le nombre de fois où on découvre que l'œil est fermé, que la côte est cassée, que même Villepreux, vous vous rappelez qui c'est Villepreux? Quand même, Villepreux fait un match contre les Anglais. On était plus fort qu'eux, comme d'habitude, ils nous ont battus, comme d'habitude. Mais et pourtant, on était plus fort qu'eux. Hein. Et Villepreux fait son match, et en allant prendre la douche, il dit « mais c'est curieux, j'ai du mal à bouger le poignet ». Il avait une fracture de pouce au col. Et sa fracture de pouce au col, pendant le match, polarisé par le match, il n'avait pas souffert. C'est à la douche, sous la douche, ou en se décontractant, ah ben zut alors, et alors là il a fallu réduire. Donc on a le contexte modifie la manière dont on perçoit la douleur, et ensuite, comme pour l'accouchement, comme pour la guerre, les mutilés de guerre, les blessés de guerre, on peut modifier la représentation qu'on a de la douleur. Bon ben d'accord, j'ai souffert, d'accord, j'ai perdu une jambe à la guerre, mais au moins, on se raconte des utopies, hein, on le fait tous, ça. Mais la culture participe à la douleur, et si on fait des cultures qui valorisent la douleur, on va encourager la douleur, comme on l'a fait pour les femmes, indolore paries, ou pour les hommes qui allaient à la mine. Hein. Il ne faut pas oublier que les mineurs travaillaient 15 heures par jour. 15 heures par jour. Moi, j'ai connu l'époque où les mineurs travaillaient 12 heures par jour et où le travail était une souffrance à partir de la 2e, 3e heure. Mais on leur disait, tu es un homme, tu ne peux pas te plaindre, tu es un homme et de toute façon, ta famille vivra bien grâce à toi. Et les gars acceptaient de souffrir physiquement 12 heures par jour, comme les femmes acceptaient et acceptent encore de souffrir en mettant au monde des enfants, parce que ça a un sens. Donc ce que tu dis est totalement vrai, mais je crois qu'il faut raisonner
comme on le dit depuis ce matin, non pas en termes de une cause provoque un effet, mais en termes évolutifs, en termes de système. Il y a la perception de la douleur qui dépend des fibres neurologiques et qui dépend aussi du soutien et qui dépend de la manière dont on est sécurisé et qui dépend de la manière dont la culture parle de notre souffrance. Merci. Alors il y a une autre question. Je fais juste ce petit point, puis après on passe la parole à la salle. Qui est où tu évoques la question de la mémoire procédurale, on va dire implicite, non consciente, et la mémoire sémantique, le script. Et là, je trouve que ça nous introduit dans cette dimension des addictions d'aujourd'hui, parce qu'on a vraiment l'impression, dans la clinique, qu'il y a ce problème d'une mémoire implicite où il y a une forme de mauvais apprentissage, au fond. Et que ce mauvais apprentissage, il demeure, il perdure, il va jouer son rôle dans la répétition. Je pense aussi aux situations des enfants, par exemple, qui sont battus, mais où la mémoire sémantique leur dit « on s'aime dans cette famille ». Il y a une espèce de discordance qui fait qu'on peut se poser la question, est-ce que le travail psychothérapique n'est pas justement de remettre en cohérence et la mémoire implicite et la mémoire sémantique. Et on a un peu cette impression parfois que ce travail, le travail psychothérapique, c'est un peu ça. C'est-à-dire de faire en sorte que là où il y avait quelque chose d'un côté et autre chose de l'autre radicalement différent, il y a une cohérence à redonner. Sinon, on est dans une forme de clivage, enfin, entre les deux mémoires, si j'ose dire. Oui, sinon, on est dans la dissonance cognitive. C'est-à-dire ce qu'on perçoit n'est pas cohérent avec ce qu'on se représente. Alors, oui, totalement. Je pense, par exemple, à Toulon. C'est une ville de marins. Et pendant très longtemps, il y a eu des fumeries d'opium à Toulon. Et dans les rues de Toulon, ça sentait le chocolat. L'opium, ça sentait le chocolat dans les rues, parce que les marins, ils y allaient, ils n'avaient pas peur de... Il n'y avait pas d'addiction, parce que dès que les gars partaient, aussitôt, ils avaient un sens à leur vie. C'est-à-dire ils se mettaient à tirer sur les voiles, à frotter le pont, ils partaient, ils avaient une aventure, être marin. Encore aujourd'hui, les marins adorent leur métier, ils adorent être marins. Et là, à cette époque-là, dès qu'ils arrêtaient de fumer, ils se mettaient à poncer, à frotter, et ils avaient une aventure. Aujourd'hui, quand un jeune se drogue ou prend une substance pour des raisons de satisfaction immédiate ou pour d'autres raisons que tu connais mieux que moi, mais lorsqu'ils arrêtent de prendre des substances, sa vie est vide. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de toile à monter, il n'y a pas de projet à construire. Je pense que s'il y avait un projet à construire, probablement les phénomènes de dépendance seraient beaucoup moins nombreux et plus faciles à surmonter. Merci. Des questions sur ce problème difficile de la mémoire traumatique, douleur et addiction? Parce qu'ils ont bu, hein. Myriam, et ensuite, il y avait Myriam Cassin d'abord. C'est à propos des addictions et de la neurobiologie. Actuellement, on sait que les systèmes de contrôle qui sont très importants dans l'addiction, c'est quand même le développement du cortex préfrontal. Or, on a quand même beaucoup d'enfants aujourd'hui, on le voit avec hyperactivité, avec déficit de l'attention, ça fait partie des débats actuels, qui ont un vrai déficit de contrôle préfrontal. Alors ça pose la question évidemment éducative, relationnelle, de vulnérabilité des enfants, mais ça reste au cœur de notre pratique avec les toxicomanes. C'est-à-dire que même si tu fais un sevrage d'un toxico, il n'empêche que le cortex préfrontal, pour autant, il n'est toujours pas réparé, il n'y a pas de synapse. On a un vrai souci avec ça. C'est pas seulement le sens, la thérapie narrative ne nous suffit plus. Pour certains, en tout cas tous ceux qui ont un passé très désorganisé. Alors, Philippe Courtet, qui est prof à Montpellier, va sortir ce mois-ci le déterminant neurologique du passage à l'acte suicidaire à l'adolescence. On fait, Michel Tousignan, que je cite souvent, à Montréal, fait une population d'enfants isolés sensoriellement, précocement, soit parce que leur mère a été stressée pendant la grossesse, soit parce qu'elle était malade ou morte, et que les enfants ont été isolés précocement au cours des premiers mois, 3-4 premiers mois de la vie. Shaul Harel nous apprend que lorsqu'un enfant n'est pas sécurisé, son lobe préfrontal, il ne s'atrophie pas
là, on a c'est pas une atrophie. Les synapses n'étant plus stimulées, les synapses se couchent. Il suffit de réorganiser la niche sensorielle pour que les synapses se remettent à se connecter. Et on voit que, après quelques semaines d'isolement, on voit apparaître des atrophies fronto-temporales. Et surtout ici, des atrophies temporo-rhinencéphaliques. C'est-à-dire que, et ça apparaît très très tôt. Puis l'enfant est resocialisé, la mère est soignée, le couple va mieux, ils ont trouvé un travail, enfin la vie continue, et l'enfant reprend son développement. Mais il garde dans sa mémoire biologique, dans sa mémoire neurologique, il garde une trace de l'isolement précoce. Et lorsque arrive à l'adolescence, le désir d'autonomie et d'indépendance. Autonomie, je pense par moi-même, autonomie, je pense par moi-même, et indépendance, il faut que j'ai un métier pour quitter ma famille d'origine et faire ma famille nouvelle. Donc c'est un moment où la prise de risque est nécessaire chez les adolescents. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a une atrophie préfrontale, on constate que l'amygdale rhinencéphalique n'est plus inhibée. Et avec Philippe Courtet, on a montré que l'amygdale rhinencéphalique était hypertrophiée. Or, l'amygdale rhinencéphalique, c'est la pulsion, la peur, la colère, le passage à l'acte et l'impossibilité de le maîtriser. Or, pour maîtriser le passage à l'acte, il y a 3 contrôles possibles. Le contrôle préfrontal, comme tu l'as dit, là, il n'existe pas. Le contrôle verbal, il faut que tu t'expliques. Si l'adolescent est isolé, eh ben, il ne s'explique pas. Et le contrôle culturel, les rituels d'interaction, les institutions qui permettent à un adolescent de quitter sa famille pour devenir autonome et indépendant. Si la culture ne prévoit pas de lieu d'indépendance et d'autonomie, un tel adolescent reste soumis à ses impulsions, il ne peut pas les contrôler. Et Michel Tousignan nous montre que les enfants isolés précocement fournissent à l'adolescence 3 à 4 fois plus de suicides aboutis et de dépression que la population générale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs contrôles possibles et dans tous les cas, cette défaillance, elle est environnementale. Elle est défaillance précoce. Le lobe préfrontal est atrophié parce qu'il y a eu un malheur autour de l'enfant. C'est pas lui qui est de mauvaise qualité, c'est pas sa mère. Il y a eu un malheur social, la guerre, la précarité, la violence conjugale. Il y a eu un malheur autour de l'enfant. Le lobe préfrontal perd son pouvoir inhibiteur et libère l'amygdale rhinencéphalique. Pour peu qu'il n'y ait pas le contrôle verbal ni le contrôle des rituels d'interaction culturelle, l'adolescent est soumis à ses impulsions et il passe à l'acte. Est-ce qu'un des problèmes actuels, justement, c'est pas aussi cette discordance qu'il y a entre une autonomie qu'ils arrivent à avoir et une indépendance qu'ils ont malheureusement beaucoup plus tard, ce qui rend une difficulté majeure. Voilà. Et ça, c'est la culture qui provoque ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on s'occupe, populationnellement, on s'occupe bien de nos enfants, quoique chez les paysans, les enfants n'étaient jamais seuls, hein. Les femmes travaillaient au champ, mais les bébés étaient accrochés à la porte. Ça, je l'ai vu, hein. On langeait les bébés et on les accrochait à la porte. Ils étaient contents, ils voyaient les parents travailler autour d'eux, faucher. Donc, pour eux, ça les intéressait beaucoup, hein. Donc, mais ils étaient entourés, soit par la mère, et si la mère était malade, il y avait un groupe de femmes qui entouraient les bébés, comme au Congo. Les bébés sont jamais seuls. Le résultat, c'est que, par exemple, les filles sont une maturité, une avance neuropsychologique qu'on évalue à 2 ans, à l'âge de 12 ans, c'est énorme. Alors, l'explication de la maturité des filles, alors certains des féministes généticiennes disent que c'est XX, parce que si une tare est portée sur un X, il ne s'exprime pas parce que l'autre X est sain, alors que si une tare est portée sur un X ou un Y, elle s'explique. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les consultations de pédiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Il y a très peu de filles. Les filles arrivent en consultation après la puberté parce qu'elles deviennent anxieuses.
Alors que les garçons, eux, ils deviennent au contraire d'une confiance pas toujours justifiée, mais ils ont confiance en eux. Oui, le bac, on verra plus tard. L'important, c'est le match de football, le soccer. Donc, cette confiance. Alors, les filles ont des réactions différentes. Donc, l'autonomie, autonomée, je pense par moi-même. Je pense différemment de maman ou de papa. Moi, petite fille, j'ai déjà mon petit monde mental. Je pense différemment. D'ailleurs, le roman familial est beaucoup plus vif chez les filles que chez les garçons. Hein, vous savez, le roman familial, c'est j'ai 10, 11 ans, je suis belle, je suis merveilleuse, je peux quand même pas être la fille de ces deux-là. Et donc, le roman familial, donc ça veut dire que les filles sont autonomes très tôt et indépendantes beaucoup plus tard, parce que avant, quand je fais partie de la génération où on était 3% à passer le baccalauréat. Les garçons et les filles allaient à l'usine et au champ tout de suite après le certificat d'études, à 13 ans, ce qui aujourd'hui est interdit par la loi. Donc aujourd'hui, il faut apprendre un métier, faire des études, on est autonome de plus en plus tôt, indépendant de plus en plus tard, et les jeunes, les adolescents, ne comprennent pas pourquoi je t'ai dit de rentrer à minuit. J'ai 17 ans, je fais ce que je veux. Donc c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre la maturité intellectuelle de nos enfants et le retard d'indépendance sociale de nos enfants, qui explique peut-être cette sensation de répression qu'ils éprouvent souvent alors qu'ils n'ont jamais été aussi libres. Merci. Donc une autre question ? Alors, je vais essayer de poser une question claire. Moi, j'ai été assez touché par votre présentation de votre vision de la mémoire, qui associe quelque chose de très procédural. Vous parlez des niches sensorielles et qui va jusqu'à la mémoire verbale. Je travaille dans un service d'éveil de coma, donc de gens traumatisés, crâniens. Et donc pour lesquels on propose, on tente de proposer des niches sensorielles un petit peu quelque part à ces patients, et on essaye aussi de leur redonner le fil de la mémoire. Souvent il y a une amnésie post-traumatique qu'on appelle. Et donc je me demandais un petit peu, vous parlez à la fin de la mémoire verbale. Je sais que vous sortez d'un travail de mémoire que vous voulez pas trop appeler autobiographie. Et je me demandais en quoi est-ce que la mémoire aussi est individuelle, et est-ce que ce refus d'autobiographie, il est aussi pour des raisons, je ne sais pas, que la mémoire est aussi collective. Comment est-ce que vous, au niveau verbal, au niveau de la langue, comment est-ce que vous percevez la mémoire ? Voilà. Alors, Bernard Rimet, qui est professeur à Louvain, va répondre à votre question. Et Bernard Rimet dit que toute une grande partie de la mémoire intime, la mémoire autobiographique, John Bowlby parle de internal working model, de modèle interne opératoire, la représentation au sens théâtral, la représentation qu'on se fait de notre existence. Il m'est arrivé tel pépin, telle victoire, je suis bon dans ce domaine, mauvais dans ce domaine, et tous les récits, tous les films qu'on se fait dans notre monde intime et qu'on partage pas forcément, eh bien, même ces récits autobiographiques intimes sont imprégnés de récits sociaux. Par exemple, alors, je travaille avec Denis Péchanski, qu'on a invité aussi dans un séminaire sur la résilience. Et Denis Péchanski est directeur de recherche en histoire, et il est président du musée de Caen, vous savez, le débarquement des Canadiens et des Américains à Caen. Et quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, il téléphone à des amis, et ma fille avait un de ses amis qui était dans une tour à côté. Et cet ami, à un moment, travaille, se lève et il voit l'avion rentrer dans la tour à côté. Il n'éprouve aucune émotion et il retourne s'asseoir à sa table parce que ce qu'il a vu est impensable. Donc ça ne peut pas être vrai.
Donc il retourne s'asseoir à sa table, il continue à travailler normalement. Et puis, ce qui lui paraît une étrangeté, c'est que les escaliers, d'habitude, sortis de secours, et derrière la porte sortie de secours, il entend un bruit étrange qu'il n'entendait pas d'habitude. Alors il ouvre la porte et il voit les Américains qui, paraît-il, sont descendus en silence et en ordre, et ont fait les manœuvres d'évacuation impeccablement. Donc les gens lui font signe de venir, il descend, pas de bousculade, il arrive. Mon ami travaille avec des Américains, ils interrogent les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je crois avoir vu un avion rentrer, mais ce n'est pas possible. On m'a fait signe de descendre, je ne comprends rien. Tout le monde est paisible. J'ai descendu les escaliers en silence, on n'a pas dit un mot. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Un mois, merci monsieur, merci madame. Quel est votre numéro de téléphone? Est-ce que vous acceptez qu'on vous téléphone dans un mois? Un mois après, Denis Péchanski et son équipe téléphonent aux Américains des tours alentours. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Oh ben tiens, un peu si je me rappelle, oui. Est-ce que vous voulez me raconter ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai vu l'avion rentrer dans les tours, ça m'a fait une émotion extrême. Je me suis précipité dans les escaliers, on est descendu, j'ai entendu le corps des gens qui se défenestraient, j'ai vu les pompiers montrer à contre-courant, je savais qu'ils allaient mourir eux aussi. Il ne ment pas. La recomposition de son récit intime est fait de deux sources hétérogènes de mémoire. Ce qu'il a vécu dans le réel et ce qu'il a vécu quand on lui a raconté ce qui s'était passé ou quand il a vu les images à la télé, et ça s'est mis aussi dans sa mémoire. Il y a donc deux sources hétérogènes de mémoire pour faire un seul récit. Il ment pas, il se trompe complètement, il ment pas. Il est totalement sincère quand il raconte un récit où tout est vrai. Mais c'est pas, ça a été un récit comme une chimère. Tout est vrai dans une chimère et l'animal est imaginaire. La première fois que j'ai eu l'occasion de penser ça, avant que Denis nous le raconte, c'est quand j'étais neurologue, j'ai vu beaucoup d'accidents de voiture. Et les gens disent... Il y a le trou de mémoire de l'amnésie traumatique. Hein. Vous vivez là-dedans, je pense, vous aussi. J'ai pris ma voiture, je me rappelle, je n'ai pas pris la voiture, j'étais chez moi, et je suis sorti, et je me retrouve dans un lit d'hôpital. Mais je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, j'ai aucune mémoire de l'accident. Vous l'avez entendu, ça. Et un mois après, vous vous rappelez ce qui vous est arrivé, monsieur? Oui, très bien. Essayez de retrouver votre mémoire et racontez-moi. Eh bien, je suis sorti de chez moi, j'ai pris ma voiture, j'ai raté un virage, je suis rentré dans un platane, on est venu me chercher et je me suis réveillé à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ce récit-là qui ne correspond pas à ce qui vous m'avez dit il y a un mois? On fouille dans le dossier et qu'est-ce qu'on voit? Il a mis en mémoire les comptes rendus des compagnies d'assurance avec la photo de la voiture écrasée, il ment pas. Il ment pas. Il y a une convergence de deux sources différentes de mémoire qui fait partie de sa mémoire intime, imprégnée de mémoire culturelle, de mémoire environnementale. Et ça, on le